Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 88, Salade auvergnate. Grégoire nous rapporte pour l'année 554 une sombre histoire de dispute pour le siège épiscopal de Clermont. Et je le cite. « Saint-Gall étant mort, il fut transporté dans l'église. Aussitôt, le prêtre Caton reçut les compliments des clercs sur son élévation à l'épiscopat. Et comme s'il eût déjà été évêque, il s'empara de tous les biens de l'église, changea les administrations et régla toutes choses de sa propre autorité. » 10 livres d'histoire, chapitre 4. Grégoire l'Auvergnat, 30 ans après les faits, rapporte le psychodrame qui s'est joué à Clermont à la mort de son oncle Saint-Gall, évêque de la ville jusqu'en 554. Enfin, il essaie plus ou moins, vu que l'histoire est particulièrement embrouillée et que notre auteur organise une savante confusion dans son récit pour mieux masquer certains des aspects dont il n'est pas très fier. Alors, en résumé, voilà l'histoire. Un prêtre nommé Caton, homme ultra orgueilleux et ne venant pas du petit cercle habituel des aristocrates régionaux, réussit avec l'appui du clergé local à s'emparer de l'évêché à la mort de Saint-Gall. Mais sans obtenir le consensus nécessaire de la part de tous les puissants du coin, et en particulier des autres évêques régionaux, dont il préfère apparemment rejeter les offres de soutien. Par orgueil, nous dit la chronique, même si on peut imaginer que notre prêtre voulait surtout avoir les coudées franches en ne devant rien à personne. Ou probablement qu'il n'était pas très convaincu de leur sincérité à vouloir aider un outsider comme lui. Sauf que cette élection populaire lui assure le contrôle momentané de la ville, d'accord. Mais elle n'est pas valable vu qu'elle n'est pas sanctionnée par les autres évêques et que pire, elle n'a pas été confirmée par le roi. Pourtant, c'est maintenant une condition nécessaire de validité, suite aux différents conciles qui ont tenté de trancher la question depuis 40 ans. Et comme notre prêtre est focalisé à imposer son autorité sur l'évêché d'Auvergne, et apparemment doté d'un sale caractère, Caton l'orgueilleux commet 2 erreurs fin 554. Il ne sécurise pas assez vite la validation du nouveau roi Clotacar et réussit en même temps à dégoûter son archidiacre, soit le numéro 2 dans l'organigramme du diocèse. Un drôle d'oiseau que cet homme d'ailleurs selon Grégoire, un autre ecclésiastique nommé Cotin, surtout connu pour son avarice et son alcoolisme, 2 qualités qui s'accordent mal avec la description de poste, mais passons. En tout cas, l'ivrogne, passablement énervé et probablement soutenu par une partie des rivaux de Caton, décide de jouer sa carte personnelle. L'archidiacre file directement à Metz, à la cour du nouveau roi Clotacar. Oublie de mentionner les derniers événements, comme le large soutien rassemblé par son patron l'orgueilleux, et hop, ni vu ni connu, l'homme à la réputation sulfureuse mais beau parleur convainc le roi de le nommer, lui, évêque d'Auvergne. Lorsque les délégués du prêtre Caton arrivent à Metz pour formaliser la prise de pouvoir de leur champion, la désillusion est donc totale. Soit que les soutiens de Cotin l'ivrogne étaient très forts, soit que le roi n'allait pas se déjuger pour une affaire pareille, avec une région dans laquelle il n'avait jamais mis les pieds et dont il voulait surtout obtenir du calme et des taxes. Sauf que la décision de Clotacar va s'avérer assez catastrophique dès 555 pour Clermont, avec Cotin l'ivrogne comme évêque et face à lui, son opposant numéro 1, le très populaire Caton l'orgueilleux, qui refuse désormais d'obéir à son ancien second. Et par conséquence, se met à semer un maximum de désordre en ville pour se venger. En tout cas, si on en croit Grégoire, qui n'est pas tout à fait neutre dans l'histoire, vu qu'il ne supporte aucun de ces 2 parvenus en compétition pour mettre leurs sales pattes
sur le siège épiscopal de son saint-oncle. D'ailleurs, ce n'est pas la seule astuce probable du récit de l'évêque de Tours. Dans sa présentation de la dispute, Grégoire voudrait nous faire croire que le bonheur ou le malheur d'une cité dépend exclusivement du mérite de l'évêque, qui de préférence devrait être un aristocrate aux bonnes manières. Ce qui, à minima, est une grosse simplification, qui rehausse bien entendu singulièrement le rôle de sa caste, puisqu'à le croire, les évêques sont les seuls remparts d'une cité contre le chaos et la barbarie. En réalité, Grégoire masque sciemment le rôle critique de tout un tas de laïcs dans cette histoire, qui ont eux aussi énormément de pouvoir et ont dû massivement influencer la décision. Que ce soit les officiers du palais entourant le roi, ou les aristocrates des villes, membres d'écuries ou autres conseils municipaux, qu'on planque sous des vocables vagues comme le peuple ou les gens. En fait, l'évêque voudrait nous faire croire que justement, un évêque fait tout, décide de tout et contrôle tout, ce qui est absolument faux. Alors oui, cet homme a un rôle clé dans l'architecture du pouvoir local, c'est clair, mais il s'insère en fait dans un tissu complexe de pouvoir, où il détient une partie seulement de l'autorité, au beau milieu d'autres puissants, commerces militaires, administrateurs civils des villes dans les curias ou officiers du palais. D'où la belle foire d'empoigne entre factions et groupes qu'on devine entre les lignes, plus ou moins cachés derrière nos deux protagonistes, mais qui n'hésitent pas à dégainer les coups bas et autres trahisons pour faire triompher leur champion et par ricochet leur propre intérêt. D'ailleurs, l'histoire de la dispute entre Cotin l'ivrogne et Caton l'orgueilleux n'en finit pas là. Tout s'envenime durant l'année 556 à Clermont, avec l'évêque ivrogne incapable de remettre tout le monde au pas sous la pression de la faction pro-Caton, au point que le nouvel évêque arrive à faire jouer de son influence ou de son or pour faire désigner son opposant comme successeur de l'évêque de Tours, qui vient justement de décéder, ce qui est une manière plutôt élégante d'en sortir par le haut, en se débarrassant du gêneur avec une superbe promotion à même de l'éloigner pour toujours de Clermont. Mais coup du sort, un autre acteur est entré dans la danse entre-temps, avec le vice-roi Schramm, envoyé sur place par son père pendant que lui se bat en Saxonie en 555-556. Or le fils du roi se met à filer un mauvais coton question loyauté dès sa nomination sur place. Son but affiché, mettre des hommes à lui aux commandes. Il se débarrasse d'ailleurs immédiatement du commerce local et le remplace illico par un fidèle. Et dans un même mouvement, il se décide à encourager Caton à ne pas lâcher l'affaire, lui garantissant qu'il aura le bras assez long pour dégager Cotin l'ivrogne de Clermont et lui offrir le job. Et l'orgueilleux, ragaillardi par un tel soutien, fait alors hurler à la foule qu'il est indispensable à Clermont devant les émissaires tourangeaux et trouve ainsi le moyen de refuser poliment cette promotion. Un sac de nœuds merveilleux donc, qui va quand même mal tourner pour Cotin l'orgueilleux. Car lorsque Clotacar réunit sa cour à Metz en 556, après avoir écrasé les Saxons, la confusion est totale. Les hommes de Tours viennent se plaindre que Caton a refusé l'offre et proposent par conséquent un candidat alternatif, au moment où l'orgueilleux arrive lui aussi à Metz, persuadé qu'avec l'atout Schramm dans sa poche, il peut exiger qu'on renvoie Cotin l'ivrogne et qu'on lui donne sa place à Clermont sur le champ. On est quasiment dans du vaudeville à ce stade. Sauf que Clotacar comprend sans doute qu'il y a de la manœuvre louche là-dessous et détecte que toute cette histoire pue. Vert de rage et sans doute encore passablement énervé de sa campagne ratée en Saxonie, il réalise que son fils commence à mal se tenir en Auvergne. Et il déboute donc Caton l'orgueilleux définitivement de sa requête pour Clermont et pire, confirme l'autre candidat à Tours, un homme qui d'ailleurs n'est autre le cousin de Grégoire, parce que les gueux, ça va un moment, mais bon. Alors, quelle leçon tirer de cet imbroglio étrange? Alors d'abord, c'est que loin des grands principes des conciles successifs, le vrai patron, le seul et l'unique d'ailleurs, c'est bien le roi, évidemment, qui souverainement prend sa décision. Quand Cotin débarque à Metz en urgence et coupe l'herbe sous le pied à Caton l'orgueilleux, il obtient de Clotacar son épiscopat, sans égard pour l'apparente majorité populaire derrière lui. Idem pour le siège de Tours l'année suivante, où c'est le roi qui tranche cette autre affaire ecclésiastique, sans qu'on sache bien sur quelle base doctrinale ou réglementaire il se fonde. Mais, car il y a un mais, il y a aussi une grosse limite qui apparaît tout à coup dans cette histoire.
celle qui, évidemment, veut que Clotacar, roi tout-puissant, ne peut pas être partout à la fois, et que son autorité reste donc un peu théorique en réalité. D'abord, il n'est pas sur place, et il en est rendu à décider à distance, avec des informations partielles et toujours à retardement, lorsqu'il trouve le temps de régler les problèmes après coup, entre deux campagnes militaires. Pour un roi qui aspire à commander un empire toujours plus grand, on voit bien qu'on atteint là une limite à ce que la technologie et l'organisation politique du VIe siècle permettent de faire tout bêtement. Oui, c'est lui qui a le mot final, d'accord. Mais est-ce qu'il commande vraiment ou il est manipulé par ses courtisans et ses aristocrates qui lui racontent bien ce qu'ils veulent? Franchement, la double affaire de Clermont et de Tours plaide pour un roi souverain, mais largement dépassé par ce qui se passe réellement sur le terrain. En fait, le seul moyen de pallier au problème serait de pouvoir compter justement sur des relais loyaux en local, des hommes qui le serviraient fidèlement ou le conseilleraient sincèrement. Mais on le voit bien, le local, c'est justement la source de richesse et de pouvoir de tous ces gens-là. Résultat, personne n'est vraiment neutre en la matière, et tous ces personnages tentent de tirer les ficelles, que ce soit en se disputant sur place ou en se rendant à la cour pour faire pencher la balance. Il y a les deux candidats, d'accord, mais il y a aussi les autres évêques de la région qui soutiennent l'un, il y a les clercs de la ville qui soutiennent l'autre, il y a les commerces locaux, il y a les autorités laïques des deux villes, il y a les puissants du coin, et il y a en plus son propre vice-roi sur place qui n'est autre que son fils. Autant d'acteurs qui ont tous une carte à jouer en soutenant l'orgueilleux ou l'ivrogne. Un bon sac de nœuds donc. Année 556, la chance de Clotacar, c'est que la compétition entre ces différents pouvoirs reste assez féroce pour que le roi garde son rôle d'arbitre, quitte à prendre une mauvaise décision sur la base d'informations bancales. Mais ce qui reste une situation plutôt saine pour conserver le pouvoir en jouant au grand faiseur de paix à la tête des cités. Sauf que, le jour où les pouvoirs locaux vont commencer à coaguler entre ecclésiastiques, commerces, aristocrates et chefs militaires d'une région, une toute autre histoire va commencer. Mais ça sera pour la saison 6 ou 7. En tout cas, ainsi finit la lutte terrible entre l'évêque ivrogne Cotin et l'orgueilleux Caton, qui apparemment ne se réconcilieront jamais et resteront ennemis jusqu'à leur dernier jour. Mais pour le coup, et à l'inverse de l'adage populaire, ce n'est pas la mort qui va les séparer, puisque les deux hommes vont être fauchés tous les deux 15 ans plus tard, par un ennemi impossible à influencer ou à entourlouper cette fois. Année 571, c'est la peste bubonique, venue de Constantinople, qui ravage l'Auvergne et qui va emporter une bonne partie de sa population, et notamment ses deux plus célèbres frères ennemis des années 50, l'évêque Cotin l'Ivrogne et le prêtre Caton l'Orgueilleux, disparaissant l'un après l'autre.